Bonjour à tous, peut-être juste un petit tableau rapidement. Donc, je suis Denis Lousson, je suis chargé de mission R, inspecteur d'environnement à l'ADREAL, à l'unité départementale Loire-Haute-Loire. Donc Christophe Paul, je suis chef de l'unité départementale Loire-Haute-Loire. l'ADREAL. Et donc Lise Mission, correspondante territoriale pour l'Auvergne et la Loire, chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'Observatoire régional de la qualité de l'air. Jean-Baptiste Calvi, je suis directeur d'environnement et d'économie circulaire à Loire-Forêt Agglomération. Pauline Mandon, chargée de mission transition énergétique et qualité de l'air à la DDT de la Loire. Oui, que des journalistes, je crois. Je suis France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Je suis de l'Essor-Loire. Et Modra de Scoop. Frédéric Payat de Progrès. Xavier Alix, Yves Saint-Étienne. Merci beaucoup. On va rentrer directement dans le sujet après un petit propos introductif, juste pour rappeler le cadre dans lequel on est. Donc effectivement, le propos d'aujourd'hui, c'est sur le service Captotech avec la présentation qui va vous être réalisée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Mais l'élément de cadrage, c'est d'une part le plan de protection de l'atmosphère qui a été signé en 2013 par arrêté préfectoral, et d'autre part la Journée nationale de qualité de l'air qui fête son 10e anniversaire cette année et qui a lieu, comme tous les ans, le 14 octobre, et Journée nationale qui a fait l'objet localement d'un communiqué paru hier et qui comprend dans l'un de ces 5 volets le service Captotech. Donc l'attention des services, c'est de mettre à disposition l'information sur le plan de protection de l'atmosphère. Encore une fois, on ne va pas le décliner ici, mais il y a une page dédiée qui permet de rappeler les éléments très institutionnels, mais aussi les éléments de suivi du plan, les éléments d'information, les documents d'information pour la population. Donc l'ensemble de l'information qui paraît petit à petit est intégré au fil de l'eau sur la page du site de l'État et sur la page du plan de protection de l'atmosphère. Donc, comme je le disais, il y a eu hier un communiqué de presse local qui fait le lien entre la 10e journée nationale de la qualité de l'air et puis les éléments de cadrage relatifs aux 31 actions du plan de protection de l'atmosphère. Et il y a eu une invitation de presse d'aujourd'hui sur l'un de ces 5 volets qui est le service Captotech. Donc, pourquoi cette temporalité? C'est simplement que le plan de protection de l'atmosphère a maintenant 1 an et demi de vie, qu'il y a eu au cours des consultations et de l'élaboration du plan un accent qui a été remonté sur la communication auprès de la population, et c'est un point d'attention qui est relayé à chaque comité de pilotage du plan qui a eu lieu une fois par an, et il se trouve qu'au bout d'1 an et demi, il y a nécessairement un certain nombre de productions, de résultats, d'indicateurs du plan qui peuvent être enseignés, et pour ceux qui ont été communiqués sur lesquels il y a eu de la communication dernièrement, il y a eu un arrêté préfectoral de mars 2024 sur le brûlage des déchets verts, et il y a eu un arrêté préfectoral relatif à l'encadrement du chauffage bois. Donc, accompagner ces éléments de réglementation administrative est indispensable pour pouvoir dialoguer dans les délais réglementaires qui sont ceux de ces actes administratifs. Il y a aussi dans le cadre du plan, c'est le 3e volet que vous pourrez trouver sur le site internet de la préfecture, il y a un ensemble de dispositifs financiers d'accompagnement. Il y en a de très très nombreux, de très très divers, dans tous les domaines, dans chacun des axes du plan, que ce soit le volet agriculture, le volet industrie, le volet résidentiel, la partie tertiaire. Il y a un certain nombre de dispositifs. Donc il y a bien évidemment l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, qui émet à la fois au plan national et au plan régional un certain nombre d'appels à projets multithématiques ou monothématiques. Il y a aussi des financements en local, et puis après il y a aussi des dispositifs qui sont mis en œuvre avec l'appui des collectivités. Et bref, il y a vraiment trois petits points parce que les aides sont assez nombreuses.
Pour finir le propos, j'ai dit que je faisais court sur la partie plan de protection de l'atmosphère. L'objet d'aujourd'hui, c'est bien celui de l'accompagnement de la population par une information et une sensibilisation adaptée, quel que soit le volet. C'est faire prendre conscience de la qualité de l'air, que ce soit dans son propre comportement, pour éviter sa propre exposition, à savoir retrouver la ressource qui permet de se protéger soi-même, mais aussi en termes de sciences comportementales, changer progressivement un certain nombre de comportements individuels et collectifs. Donc aujourd'hui, pour notre territoire de la Loire, du département de la Loire, c'est la première déclinaison du service Captotech d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui replacera la chronologie de sa genèse et de son déploiement au niveau régional. Et donc, au bout d'1 an et demi de plan de protection de l'atmosphère, il semblait bon de pouvoir le décliner localement pour accompagner la population dans sa prise de connaissance et permettre une adaptation au changement des comportements, des pratiques, et pour être un citoyen éclairé sur ces questions-là. Et donc, en termes de dispositifs financiers, pour l'un des volets qui concerne la partie chauffage bois, qui est assez récente, puisque l'arrêté préfectoral date du mois de juillet, il y a l'équivalent d'un guichet unique que vous connaissez peut-être par ailleurs pour d'autres questions en termes de rénovation des bâtiments. Ces rénovations qui permettent à tout particulier, en fonction de son cas de figure, en fonction de ses revenus, en fonction de sa localisation, en fonction des dispositifs qui s'appliquent sur son secteur, pouvoir l'accompagner pour, là en l'occurrence c'est la plaquette chauffage bois que vous avez devant vous, permettre l'examen des particuliers projet de changement de chauffage bois. Donc je n'irai pas plus loin je dirais pas plus loin sur ce propos introductif. Donc, je laisse maintenant la parole à Atmo pour se concentrer sur le service Captotech. Donc, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'Observatoire régional de la qualité de l'air. C'est une association loi 1901 qui œuvre donc, dans l'intérêt général pour toutes les thématiques autour de la qualité de l'air et qui contient 4 collèges où on travaille de concert avec les services de l'État, aussi les collectivités territoriales, également les industries et aussi les associations et les personnes politiques. Donc, depuis 2020, grâce au financement notamment des métropoles de Lyon et de Grenoble, on a développé le service Captotech, qui est un service de prêt de capteurs. Et l'idée, c'est de prêter ces capteurs aux citoyens pour sensibiliser aux problématiques de qualité de l'air. Donc, le service Captotech, c'est à la fois les capteurs physiques que vous pouvez recevoir chez vous dans des petites boîtes comme ça, mais aussi un service numérique sur une plateforme. Et donc, vous irez voir, ça fait partie des services numériques d'Atmo, c'est celui en jaune, et aussi un accompagnement humain. L'idée, c'est de regrouper les personnes dans des sessions, d'envoyer des capteurs à un groupe de personnes, que ces personnes puissent réaliser des expériences de mesure de qualité de l'air et en particulier des particules fines, qu'elles puissent uploader donc leurs résultats en ligne et regarder les résultats qui ont été produits par les autres. Il y a aussi des dispositifs avec des missions, donc des idées d'expérience qu'on vous donne, par exemple mettre le capteur au pot d'échappement d'une voiture, l'attacher sur votre sac à dos lors d'un trajet en vélo, ou bien le mettre à côté d'une bougie ou de votre poêle à bois à l'intérieur. Suite à ces expérimentations, vous êtes invité à une session qui peut être en ligne, mais dans le cadre ici du service, on va faire cet atelier en présentiel pour les expérimentateurs pour débriefer. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre de se rendre compte des situations qui génèrent des pollutions. Donc le microcapteur, c'est un outil numérique d'aide à la transmission de la culture R. On peut passer à la slide suivante.
Donc le capteur, c'est permis parce que c'est une nouvelle technologie optique qui permet de mesurer des particules fines, donc c'est-à-dire n'importe quelle matière poussière, avec ces classes de taille. Donc on regarde les particules de 10 micromètres de diamètre, de 2,5 et de 1 micromètre de diamètre. Et donc, on peut faire ces expériences et voilà un peu le type de résultat que vous pouvez voir sur le site de la bibliothèque. On peut passer à la slide suivante. Donc les chiffres clés, ça a d'abord été développé sur quelques métropoles. D'abord Lyon et Grenoble, ensuite Clermont-Ferrand a aussi financé ce service et quelques collectivités du côté alpin. Donc en fait ce service il est disponible depuis plusieurs années, donc de 2020 à 2023 sur ces collectivités qui avaient financé le service. Il y a eu plus de 150 prêts qui ont été faits. Il y a eu plus de 30 ateliers dialogue et 3000 expérimentateurs. Donc, la plateforme, elle vit déjà et elle a déjà pas mal de choses. À partir de 2024, on a décidé qu'on allait créer un service régional et que ça allait être accessible à tout citoyen. Donc l'objectif était de monter à 615 prêts dans l'année. Toujours en gardant des événements thématiques, l'accompagnement humain. L'idée maintenant ici sur Saint-Étienne et Loire-Forêt Agglomération, donc le territoire PPA, à la demande donc, de l'Adréal, qui est maître d'ouvrage du PPA et qui finance cette action, c'est de mettre en avant ce service Captotech sur ce territoire Saint-Étienne-Loire-Forêt, qui le découvre cette année en 2024, ça n'existait pas avant dans les prémices et le développement. Et donc, il y a un pool de capteurs qui est dédié et donc qui sera mis à disposition exclusivement donc, des habitants des deux territoires concernés, avec possibilité d'augmenter ce nombre de capteurs en fonction des retombées presse, de la communication et de la demande. L'idée, c'était de voir si on avait de la demande. Et donc de faire ce service sur les mois d'automne, à partir d'aujourd'hui, du 1er octobre jusqu'à décembre, qui est la saison pour laquelle on commence à avoir le début de la chauffe, et donc potentiellement en lien aussi avec l'utilisation des chauffages au bois. Donc il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, un atelier de restitution avec les expérimentateurs volontaires. Sera prévu soit en décembre, soit en janvier, une fois que les sessions de prêt auront été effectuées et remplies. Et voilà. Je vous laisse poser vos questions. Si jamais, on peut aussi faire une démonstration. Combien de capteurs pour Saint-Étienne, Métropole et Loire-Forêt? C'est les 615 ou c'est... Non, les 615, c'est pas des capteurs, c'est des prêts. Des prêts de... Le capteur, lui, il tourne. Combien de prêts alors? Alors ici, le but, c'était de faire 15 prêts dans un premier temps, et c'est augmentable à plus de prêts, ce sera débloqué si jamais les sessions sont pleines. Pour l'instant, la session d'octobre est remplie aux 3/4, mais elle n'est pas encore remplie. 15 prêts, donc ça veut dire que les 600 autres vont sur le Grand Lyon, Grenoble, Métropole. Toute la région. Toute la région. Sachant que la métropole de Grenoble a 10 capteurs uniquement sur la métropole de Grenoble, et celle de Lyon en a 25. Vous avez dit 10 capteurs sur Grenoble, 25 sur Lyon. Et évidemment, ces capteurs, tous les mois, ils tournent, donc il faut multiplier par le nombre de sessions pour avoir les prêts. Excusez-moi, c'est combien de temps une session, vous avez dit? Une session, ça dure à peu près 3 semaines. Et pour emprunter les capteurs, il faut déjà proposer un point de mesure? Non, pas du tout. Vous pouvez aller sur le site La Captotech, vous cliquez sur « J'emprunte un capteur ». Là, on vous demande de créer un compte avec classiquement nom, prénom, un mot de passe, un pseudo, voilà.
vos coordonnées aussi. On vous demande ensuite de choisir une session, c'est-à-dire de vous inscrire et de vous engager sur des dates. On vous dit le capteur vous sera envoyé à telle date, à telle adresse, et vous devrez le renvoyer à telle date. Ensuite, vous devez donc joindre une caution, et à la suite de ça, donc, vous êtes inscrit, on confirme votre inscription, et vous recevez le capteur dans une petite boîte comme ça chez vous. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, sauf le casser. C'est-à-dire, vous l'allumez, vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous appairez les deux, et là, vous avez les mesures qui sont faites par le capteur en temps réel sur votre téléphone. L'idée, c'est de faire des petites sessions. C'est pas fait pour rester à un point et mesurer pendant 10 heures. De toute façon, la batterie ne tiendrait pas. Ça se recharge comme un téléphone portable. Et l'idée, c'est de vraiment faire des expériences. C'est-à-dire, ça va, si vous faites un trajet, vous prenez le tram, vous prenez le bus, ou vous allez dans votre voiture, vous allumez votre capteur, vous laissez le téléphone pas trop loin, vous faites votre trajet, vous éteignez, vous dites « j'arrête la mesure », vous l'enregistrez, ça l'envoie directement sur la plateforme, et ensuite vous pouvez accéder à vos anciennes mesures, mais aussi explorer les mesures que les autres participants ont fait. Et ça va vous permettre à vous de créer une base de données avec la qualité de l'air en fonction des points de mesure qui ont été pris. Alors, ça ne peut pas être appliqué comme ça parce que ce n'est pas une expérience scientifique répétable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être garant de qu'est-ce qui se fait dans chaque maison, à chaque endroit. Donc l'objectif ici, ce n'est pas vraiment d'obtenir plus de données réglementaires ou plus de données d'observatoire, mais plus de sensibiliser et d'avoir une prise de conscience. Ah tiens, je fais l'expérience avec mon capteur, j'allume mon chauffage au bois, ah, les particules montent dans ma pièce. Mais en dehors de notre médiatisation et des restitutions, 15 personnes sensibilisées du coup sur octobre, sur la masse de population. Oui. Ça fait pas beaucoup. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas pour l'instant, mais 15 c'est pas beaucoup. Bah oui, mais après le but c'est de pouvoir pérenniser ce service-là. Et c'est en route depuis 2020, donc les chiffres grandissent chaque année. Cette année, on essaye, nous, mais on manque peut-être de notoriété, de développer la communication sur cette captothèque régionale, donc pour sensibiliser vraiment tous les territoires de la région. On a besoin que ça prenne encore de l'ampleur et qu'il y ait encore de la demande pour pouvoir développer le service et toucher plus de personnes. D'accord. Et désormais, les collectivités ne payent plus, c'est que l'Adréal qui finance. Puisque les premières expériences, vous disiez, avaient été déclenchées dans Métropole et Grenoble avec leur financement. Oui. Donc là, c'est l'Adréal qui assume complètement. Là, c'est à l'initiative de l'Adréal. Qui, dans le cadre du PPA, souhaite appuyer sur l'action sensibilisation qui fait partie du PPA et qui fait partie des défis du PPA, puisque c'est souvent des actions assez longues à mettre en place, il y a beaucoup d'acteurs, il faut toucher les publics. C'est pas forcément facile quand on est une institution et un service de l'État et qu'on s'appelle l'Adréal d'y arriver. Donc on a ce service-là et on essaye de le faire mousser et faire prendre la mayonnaise un peu sur ce territoire. Pour l'instant, c'est l'Adréal et on espère que c'est simplement le PPA Loire-Forêt Saint-Étienne ou pour l'ensemble des territoires. Spécifiquement sur ce PPA, c'est l'investissement représente combien? C'est-à-dire de l'Adréal? Le coût? Ah, pour l'instant, c'est pas tout à fait défini puisque le nombre de capteurs peut augmenter et en fait, ça coûte à peu près 200 € par prêt. 200 € par prêt? Oui. En termes de logistique et de gestion de matériel, parce que le capteur, il revient dans notre service technique à chaque fois. Donc, il est révisé avant d'être renvoyé à la personne suivante. L'application, elle permet d'éviter une erreur de saisie ou du n'importe quoi de la part de la personne qui suit le. Je veux dire, ça s'applique automatiquement, ça enregistre automatiquement le captage grâce à l'application. Vous n'avez pas à saisir, du coup, on n'est pas victime, on ne peut pas être victime de saisie fantaisiste ou d'erreur. Non, vous pouvez dire que vous ne voulez pas enregistrer votre donnée. Vous avez le droit de dire je ne veux pas enregistrer ma donnée sur la captothèque. D'accord. Vous pouvez faire la lecture. Dans ce cas-là, vous n'accéderez plus à cet enregistrement.
Mais je veux dire, vous avez quand même une opération de saisie à faire via l'application, en fait. Où ça vient tout ça. Pas votre question. Vous avez une application sur votre portable, vous avez le capteur, vous le mettez, si je comprends bien, les deux sont en lien, ce qui permet d'appliquer les choses. Est-ce que ça capte tout seul et ça va ensuite sur l'application pour faire remonter les données? Et après, est-ce que la personne qui expérimente doit saisir quelque chose elle-même? Oui, la personne est invitée à saisir les conditions de son expérimentation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faisait beau, est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'elle a fait l'expérience en intérieur, en extérieur, à donner un titre aussi à son expérimentation. Et à dire, ah, bah là, j'ai un pic de particules, je l'associe à le moment où j'ai allumé ma fraiseuse, par exemple. D'accord. Alors, bien sûr, tout ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, comme vous n'êtes pas obligé, l'application ne vous obligera pas à le faire, et ne vous obligera pas à charger vos données sur la plateforme. Les données en soi, on n'a pas à les saisir. C'est ce que ça nous Non, c'est de la lecture directe. Ok. Et donc ce dispositif il est réservé à l'utilisation pour les particuliers, donc pour les professionnels. C'est pas forcément à destination des entreprises en particulier, mais si une entreprise est intéressée, pourquoi pas, il y a aussi possibilité de faire un atelier. Ça n'a pas de valeur de mesure réglementaire de qualité de l'air intérieur en milieu professionnel. Oui. Ça n'a pas cette valeur-là. Mais pourquoi pas? Okay. Et actuellement, les demandes, il y a une liste d'attente ou... La communication est en train de monter, donc oui, sur cet automne, on commence à être au maximum des capacités qu'on a sur les capteurs qu'on a. Okay. En fait, ça s'est déjà su avant d'autres communications aujourd'hui, si je comprends bien, puisque vous disiez que vous en étiez déjà aux 3/4 pris au mois d'octobre. Oui. Oui, parce que c'est pas, depuis début 2024, c'est pas un secret. On communique régulièrement dans les événements qu'on fait, les interventions grand public. Il y en a eu un qui s'appelait Itinéraire, organisé par la métropole de Saint-Étienne. Et à cette occasion-là, évidemment, on a donné les flyers et on a expliqué ce que c'était le microcapteur. Et donc, il y a potentiellement des personnes qui ont eu l'information par ce biais-là. Est-ce que vous voyez dans vos prêts à une équipe géographique? Et aussi tous vos expérimentateurs sont sur Saint-Étienne Métropole et qu'il n'y en a pas sur la forêt, ça peut être problématique peut-être, non? On ne peut pas forcer. On ne peut pas gérer ça. Ah, si, non, mais dire, on vous met en attente parce qu'on fait passer avant des gens de voir forêt parce qu'on n'en avait pas assez. Et ça sera un point d'attention, puisque effectivement, comme vous avez dit initiant, il y a différents lots en fonction de là. Vous êtes indiqué que vous êtes quasiment au 15 prévu initialement, et en fonction des blocages de lots complémentaires, à ce moment-là, il y aura ce dialogue-là entre Atmo et Atmo pour viser l'équilibre du territoire, effectivement. D'accord. Après, la veille de la session, on va la remplir quand même pour ne pas envoyer un capteur s'il n'y a pas de demande, en fait. Mais oui, on saura combien sur Saint-Étienne et combien sur l'Orpo, et fini. Partie des statistiques. Après, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que ça permet peut-être aussi de faire comprendre et d'expliquer l'arrêté qui est sorti, l'arrêté de juillet qui demande en fait des interdictions d'installation et d'utilisation d'appareils de chauffage non performants. Donc ça permet aux personnes qui sont dans cette configuration de mieux comprendre ce qu'elles arrivent à respirer chez eux lorsqu'ils utilisent le foyer ouvert, par exemple. Donc il y a aussi cette notion-là qui est importante de faire comprendre aux gens que cet arrêté, c'est pas seulement un arrêté d'interdiction, c'est pas une contrainte, mais c'est aussi pour la santé publique. Et aussi, c'est un système gagnant-gagnant. C'est aussi ça le point important, c'est-à-dire que si on fait ça, et si avec les aides qui sont données, si on arrive, parce que souvent les personnes qui ont des foyers ouverts, c'est pas des personnes qui ont le plus d'argent, qui donc se rendent compte qu'en fait le rendement d'un foyer ouvert est très très mauvais, donc en fait ils vont brûler énormément de bois et ils vont pas se chauffer. Et en plus, ils vont respirer de la saleté. Donc, le mieux, c'est d'arriver à leur faire comprendre cet aspect-là, et puis d'arriver dans une situation gagnant-gagnant où ils auront un meilleur appareil de chauffage, ils achèteront moins de stères de bois, donc ça sera moins cher pour eux, ils se chaufferont mieux. Et dans des conditions de qualité d'air intérieur meilleures au niveau des particules fines. Donc, c'est un peu tout gagnant.
Et ce capteur peut permettre aussi d'éclairer les personnes parce que ça permet de voir précisément ce qui se passe chez eux. C'est une première dans la Loire, pas dans les Alpes, pas à Grenoble, pas à Lyon, et ailleurs, dans la région. Pour l'instant, il ne s'est pas développé dans l'Ain, c'est pas développé dans la Drôme, dans l'Ardèche. Par rapport à quoi? Par rapport Le développement de la cartothèque. à la cartothèque. Mais la cartothèque aussi, elle est utilisée. Elle est régionale, mais il n'y a pas de service territorialisé avec des pools de capteurs spécifiques. Il n'y en a pas en Auvergne, par exemple. Ouais. Il y en avait à Clermont-Ferrand l'année dernière, mais depuis la régionalisation, Clermont-Ferrand n'a pas souhaité. Quand ça n'a pas forcément été renouvelé, à part les territoires que vous avez recités comme Grand Lyon et Ah si, Grand Lyon et Grenoble. À part ces territoires-là, Je ne connais pas tous les territoires alpins, mais il y en a certaines. D'accord. Surtout la vallée de l'Arve, voilà. Je ne connais pas toutes les collectivités qui en font partie, mais là-bas, il y a du financement spécifique qui a été, depuis le début, fait pour avoir des pools de capteurs conséquents sur ces territoires. Avec toujours le financement ou pas? Non, c'est Avec toujours le financement des collectivités locales? Oui, ce sont les. Enfin, oui, il y a la région qui nous soutient aussi sur la partie plateforme numérique, parce qu'il faut bien l'entretenir. Elle la développer, la conserver. Mais la partie capteur et les animations qui vont avec, les ateliers qui vont avec, c'est local. Du coup, maintenant, dans les autres communes, elle a été testée, utilisée. Est-ce qu'il y a eu des changements de pratique par des qui ont ces capteurs en main dans une session? Alors ça, ouais. Il y a eu des retours. Qu'est-ce que ça change? C'est une très bonne question et c'est très difficile de faire des études macro sur quelles sont exactement les pratiques qui ont été changées. Le seul retour qu'on a, c'est les retours d'utilisateurs. Les commentaires qui sont laissés, ceux qui participent aux ateliers, ce qu'ils en disent, qui sont positifs, qui nous décrivent que ça fait une prise de conscience. Je ne savais pas que de la bougie ou de l'encens, en fait, c'était mauvais pour mon air intérieur parce que ça fait... La seule donnée que vous pouvez mesurer, c'est la demande que vous avez pour louer vos capteurs. Oui. Mais qui dépend aussi beaucoup des efforts de communication et des retombées presse, des articles qui sont publiés dans les journaux, de ce que disent les gens, de ce qu'ils écoutent à la radio, donc voilà. Oui, qui n'est pas fonction que de l'appareil finalement. Exactement. Après, c'est des personnes qui sont déjà sensibilisées sur le problème de qualité de l'air souvent. Donc une personne qui n'est pas sensibilisée, il ne va pas aller dans un capteur. Voilà, donc, pas spontanément. Pas spontanément. Donc après, peut-être qu'il y aura une autre phase où ça sera une autre manière de faire. Pour essayer de dire, je vous propose un capteur ici, vous pouvez l'utiliser pour le rendre, sans qu'il l'ait demandé, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans ces stades-là. C'est pour l'instant de la demande de particulier. Après, vous parliez tout à l'heure des capteurs fixes. Il existe une partie fixe sur, encore une fois, certaines collectivités qui sont un peu à l'avant-garde, je pense à Grenoble, qui a son observatoire de microcapteurs. C'est presque les mêmes, sauf que ceux-là, ils bougent et les autres, ils sont fixés. Et ils ont dispersé, je sais pas, à côté des écoles, dans des lieux sensibles. Et ces microcapteurs-là sont en train d'être intégrés dans nos systèmes de cartographie pour raffiner l'échelle de la cartographie sur l'agglomération et notamment là où il y a des vallées. Donc voilà, travail en cours. Sur la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que du coup vous utiliserez les données pour cartographier même si ce sera indicatif? Alors, mais du coup oui, ça peut être valeur réglementaire, mais pour autant... Le fixe, oui. Le mobile, pas possible. Pas encore possible. Après, le format de lancement des cartothèques sur le territoire du PPA, c'est celui, comme le disait l'émission tout à l'heure, la volonté d'accompagner en dehors du prêt, entre guillemets, sec du capteur, par la réalisation d'ateliers après la période. Donc, certes, ce sont des personnes qui, ayant fait la démarche d'aller rechercher un appareil, sont déjà sensibilisés, mais il y aura malgré tout un accompagnement pour pouvoir avoir une grille de lecture correcte des données qu'ils ont enregistrées par eux-mêmes dans leur environnement et
et préciser leur changement de comportement si jamais ces personnes sont dans ces démarches-là. Et notamment préciser les sources de pollution aux particules fines. Encore une fois, c'est pas la qualité de l'air en général, c'est juste les PM. Donc il y a évidemment des situations qui produisent d'autres polluants, typiquement le trafic routier produit plus de NO2, de dioxyde d'azote, que le PM. Donc les résultats sur toute la partie trafic avec ce type de microplastique sera moins probant que la partie chauffage au bois ou air intérieur, bougie et compagnie. Effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui sont mesurés dans la qualité de l'air. Il y en a un certain nombre qui sont réglementaires, il y en a bien d'autres qui ne le sont pas. Là, l'objet, c'est vraiment de mesurer les particules, donc les PM10, les PM2,5, et puis les 1 micro, oui. puisque il y a des objectifs réglementaires en la matière de diminution, et que la temporalité, je reviens là-dessus, du déploiement de ce service est directement en lien avec ce qui est réalisé au niveau du plan de protection de l'atmosphère sur ce que disait Christophe Polge sur l'encadrement du chauffage bois, par exemple. Donc, que la connaissance de la population soit suffisamment précise. L'objet aussi, c'est que par votre intermédiaire, la population puisse connaître qu'il y a un sujet en la matière, sans forcément aller emprunter un capteur pendant 3 semaines, parce que c'est une contrainte, malgré tout, d'avoir un capteur avec soi pendant 3 semaines, mais déjà de générer un certain nombre de questions et de savoir comment on peut se positionner en tant que parent par rapport à ses enfants, en tant que roulant, si on change de mode de transport et qu'on peut le faire, en tant que personne inhérente entre ces différentes activités, entre milieu personnel et vie personnelle et vie professionnelle. Donc c'est replacer l'ensemble de son exposition personnelle, d'où l'intérêt de la portabilité de ce dispositif-là, pour générer un certain nombre de questions. Et encore une fois, pour revenir sur la question tout à l'heure du changement de comportement, effectivement, c'est quelque chose de particulièrement difficile à mesurer. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'indicateur en la matière au niveau du PPA, mais ça fait partie de la volonté de la tendance de faire changer progressivement et avec ce service-là, donc, d'accompagner le changement. J'ai une dernière question. Les ateliers, je me demande à quoi ils ressemblent, parce que ça intervient dans un second temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leur petite expérience de mesure, les utilisateurs, ils se rendent à des ateliers. Alors, la plupart du temps, c'est au visio. Là, il y en aura un en présentiel sur le territoire. Donc, quand c'est le format visio, en fait, ça permet déjà aux expérimentateurs de se rencontrer et d'expliquer. On refait le récapitulatif selon les différents types de thématiques. La thématique chauffage, la thématique trafic, la thématique air intérieur. Et on regarde, on sélectionne des expériences et des courbes qui ont été faites par les expérimentateurs qui participent à l'atelier, pour qu'ils puissent décrire eux-mêmes ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont ressenti, vécu, compris, qu'est-ce qu'ils pensent de l'expérience en question. Et on explique, oui, là vous avez bien vu un pic de particules, ou alors non, en fait là c'était l'humidité, parce que le capteur peut confondre la vapeur d'eau avec les particules, pour lui c'est la même chose. Par exemple. Et donc en présentiel, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un peu plus... c'est plus facile d'échanger et d'interagir en présentiel et de remontrer des choses un peu plus visuellement, on va dire. Il y a un autre point important aussi au niveau du PPA, et c'est aussi important que vous soyez là et que vous relayiez aussi, c'est que quand on touche des actions par rapport à des particuliers, notamment des actions d'interdiction ou de contrainte,
rapidement, on nous dit, mais oui, voilà, vous nous embêtez nous, alors que les plus gros pollueurs, ce sont les industriels, les plus gros pollueurs, ce sont les camions, les plus gros pollueurs, ce sont les agriculteurs. Et donc, là, l'important, c'est de montrer que chacun a sa part, donc il y a des mesures pour chacun dans le PPA, mais il y a aussi un intérêt pour eux-mêmes particulier, d'avoir une information claire et de savoir pourquoi on le fait, parce que leur action dans eux les touche aussi dans leur pollution. Donc c'est là aussi où c'est important qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent améliorer leur qualité de l'air à eux en faisant des actions eux-mêmes. Ça, c'est l'intérêt de cette captothèque, c'est l'intérêt aussi d'être lié avec les mesures que l'on fait. Et pour les curieux, ils pourront aussi quantifier l'impact des industriels par rapport à leur impact en allant prendre leurs mesures eux-mêmes. Oui, bien sûr. Alors après, il faut savoir que par exemple pour les particules fines, la majorité des impacts, c'est du résidentiel. Les industriels, c'est 7%, je ne dis pas de bêtises. Ouais, 70% des PM sont émis par le secteur résidentiel. On ne dit pas que les industriels ne polluent pas, bien sûr, mais en fait, c'est pas la majeure partie. Quand on a des épisodes hivernaux, de grosses particules fines, quand il fait très froid, ça va jusqu'à 90%, c'est du chauffage individuel bois, chauffage bois, pas individuel, c'est chauffage bois, général. Ça va être des grosses chaufferies, c'est du chauffage bois. Donc, c'est là où il faut arriver à montrer qu'il y a quand même un réel impact par rapport à ce que l'on fait chez nous. Et aussi, ça permet de se prendre conscience d'une réelle dépendance à la météo, par exemple. Si vous faites les mesures aujourd'hui en temps très pluvieux ou en temps plutôt sec, vous n'allez potentiellement pas avoir les mêmes résultats sur le même trajet ou sur la même expérience.